Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis réuni avec Anne-Claire Giraudet. Bonjour. Bonjour. Donc tu es illustratrice, coloriste, dessinatrice de bande dessinée, mais également intervenante auprès de nombreux publics différents. Tout à fait. Super. Il y a également Guillaume, médiateur du livre à l'association On a marché sur la bulle, mais aussi scénariste et dessinateur. Bonjour. Et Max de Radiquez, qui publie sa première bande dessinée en 2007, auteur de 25 bandes dessinées, éditeur chez l'Employé du mois et directeur de collection chez Sarbacane. Bonjour. Bonjour. Merci à vous trois d'être ici. Et si on est réunis aujourd'hui, c'est pour parler de la posture de l'auteur en situation de médiation. Le petit sommaire de la vidéo, c'est qu'on va faire ça en 3 parties. Premièrement, on parlera de la rencontre, de pourquoi c'est important de rencontrer des artistes. Deuxième point, l'échange, quelle posture adopter, comment se comporter. Et pour finir, on parlera des outils et des méthodes utilisées. Est-ce que ça vous va ? Très bien. Parfait. Du coup, pour commencer, je vais poser la question fatidique. Pourquoi c'est important de rencontrer des artistes ? Max ? Alors, déjà, une chose qui est vraiment importante, c'est que les étudiants, les enfants, tout dépend un peu de... Comme on parle de classe, c'est très large, ça va d'un public des maternelles jusqu'à l'université, mais qu'ils se rendent compte que les auteurs, c'est des êtres vivants, des gens normaux, qu'on n'est pas tous morts, qu'on n'est pas tous riches, et que voilà, qu'on est comme eux, qu'on a les mêmes préoccupations. Et donc je pense que c'est important de ramener cette réalité, que les auteurs, c'est des gens accessibles, qui ont des choses à dire. C'est ça, et puis c'est aussi bien de pouvoir rencontrer l'œuvre et l'artiste, c'est-à-dire quand quelqu'un lit une bande dessinée, il ne se rend pas compte forcément du travail qu'il y a derrière, donc pour pouvoir expliquer toutes les étapes et montrer aussi son travail, c'est-à-dire qu'entre la planche qu'on a dans le livre et celle qui existe, qui est passée par les mains de l'auteur, il y a quand même des fois une grande marge, et de pouvoir s'approcher, voire même la toucher, pour certains élèves, c'est hyper cool, parce que ça leur permet aussi de mieux comprendre et après de mieux lire également. Carrément. Anne-Claire ? Bah oui, tout à fait, c'est la même chose en fait. Je trouve que ça crée en fait un lien entre les lecteurs et l'œuvre en elle-même, parce que je pense que déjà on ne connaît pas forcément ce genre de métier-là. Moi, j'ai découvert le métier d'illustratrice, je devais avoir quasi 30 ans, et je ne savais pas forcément que c'était un métier, je n'avais pas envisagé ça. Il y a plein d'élèves qui ne le voient pas, et du coup ils se rendent compte de la somme de travail que c'est derrière, et aussi après je pense que quand ils lisent une œuvre, une bande dessinée, ils se rendent compte de ce que c'est. Je pense que ça peut créer un lien un peu plus intime avec l'œuvre en question. Carrément, effectivement, du coup, on venait de le dire que c'est hyper important pour des élèves de rencontrer les artistes, mais je suppose qu'en tant qu'artiste, il y a aussi du plus et du positif à aller au contact de classe et de se confronter peut-être à un public que vous n'avez pas l'habitude de voir quand on est auteur de bande dessinée. Par exemple, Max, toi, qu'est-ce que ça peut t'apporter de faire une rencontre devant une classe ? Oui, je pense que comme tu dis, c'est bien d'avoir une connexion avec les gens, avec ton public et tes lecteurs. Aussi, voilà, moi je suis un homme de 42 ans. C'est bien de voir en fait des gens plus jeunes, de voir qu'est-ce qui se passe dans leur tête, à quoi ils pensent, comment ils réagissent à ce qu'on fait, qu'est-ce qu'ils trouvent bien, pas bien, et quelles thématiques les touchent. Et donc, je pense qu'en tant qu'auteur, on est obligé de rester aussi connecté un peu à la vie. On a un peu tendance à être dans notre coin, à dessiner sur notre table. Et moi, en tout cas, j'ai un peu une tendance monacale à... Je pourrais ne pas voir de gens et juste faire mon truc dans mon coin. Et le fait d'aller à la rencontre d'un public, ça fait qu'on est obligé de s'ouvrir, on est obligé de se poser des questions, on est obligé de se remettre en question. Et voilà, je pense que c'est hyper important pour un auteur, pour un artiste, parce que c'est pas spécialement pour la bande dessinée, mais c'est très important de garder les pieds sur terre et de voir un peu ce qui se passe en dehors de son bureau et de sa table à dessin. Est-ce que tu as déjà eu des expériences de retour très surprenants de tes œuvres ? Par exemple, tu arrives devant une classe et ils parlent de tes BD de manière inattendue pour toi ? Oui, je pense qu'on est toujours surpris. Moi, ça m'a beaucoup aidé en fait au début, en tout cas où je faisais de la bande dessinée, parce que moi j'ai un dessin qui est hyper simple et naïf, et c'est quelque chose qui est difficile pour moi de dessiner. C'est un peu un combat, quoi. Je me bats contre un truc où je suis un peu faible. C'est juste que j'aime bien le faire. Et du coup, j'ai fait une bande dessinée qui s'appelait L'âge dur à l'Employé du mois, où une des solutions que j'avais trouvées, c'était de ne pas mettre de décor. Et tout se passe dans une école et on suit des enfants et tout ça. Mais il n'y a quasiment pas de décor, quoi. Et quand j'ai commencé à faire des rencontres autour de cette bande dessinée,
plein d'enfants, d'ados ou même d'adultes m'ont dit c'est dingue, où est-ce que tu as été à l'école? Je suis sûr que c'était la même que moi. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il remplissait tout le vide que j'avais laissé. Voilà, le lecteur, il prend la place. Dès que tu lui laisses un vide, il va le remplir. Et du coup, ça a vachement influencé ma manière de travailler. Je me rends compte qu'en fait, je ne dois pas tout dire, je ne dois pas tout expliquer. Je peux laisser beaucoup de choses au lecteur et qu'en fait, le lecteur, il est une part active de la lecture d'une bande dessinée et que donc, voilà, il faut lui laisser prendre les rênes de temps en temps aussi. Et toi, Anne-Claire, en tant qu'autrice, je suppose que oui, tu as aussi un bénéfice à rencontrer du oui, public. Clairement. Un bénéfice, je trouve, assez énorme parce que c'est vrai qu'en effet, on est très isolé quand on est artiste-auteur, on travaille dans son coin. Donc ça permet vraiment de s'ouvrir, de sortir un peu de chez soi, de rencontrer aussi des générations avec qui j'aurais sûrement pas échangé en temps normal. Je veux dire, mes ateliers, ça va de la maternelle jusqu'à la fac. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui les intéresse, quels sont les sujets qui les touchent, comment est-ce qu'ils voient un petit peu la vie. Et puis je trouve qu'aussi le fait de réfléchir à sa pratique, de devoir l'expliquer à autrui. En fait, on doit tout déconstruire, on doit tout réorganiser, surtout les cours, par exemple, que je peux donner à la fac, par exemple, où là, c'est beaucoup plus technique. Donc, il faut vraiment que j'organise un petit peu tout mon travail. Et donc, j'avance et je progresse vachement en faisant ça. Notamment, même des cours d'aquarelle, par exemple, je progresse dans ma technique à moi en essayant de l'expliquer aux autres, en fait. Donc, ça, c'est hyper utile, je trouve. Trop bien. Et toi, Guillaume ? On en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est aussi très très enrichissant quand vous êtes face à des publics qui peuvent être en situation de handicap ou qui ont des problèmes de confiance en eux. Enfin, on apporte tellement de choses, parfois même sans s'en rendre compte. On se le prend à la fin de l'atelier quand les participants viennent vous voir. C'est hyper enrichissant, c'est souvent très très positif. Il y a parfois des ateliers où on ne sait pas les graines qu'on sème. On peut recroiser des gens plus tard, mais c'est hyper rare. Donc des fois, pour les auteurs qui regardent ce webinaire et qui se poseraient des questions de légitimité ou de posture, on va en parler aussi après, mais faut savoir déjà que c'est hyper positif et qu'on revient toujours avec quelque chose. C'est-à-dire que même si dans un groupe vous n'avez pas réussi à toucher à tout le monde, il y a toujours des éléments hyper positifs qui sont très très enrichissants pour les intervenants. C'est vrai que c'est un peu la partie frustrante de notre travail, c'est qu'on sait jamais vraiment ce qu'on a fait. Tu m'offres une transition un peu toute trouvée. Effectivement, moi, quand j'ai commencé mon travail de médiateur, donc pareil, j'interviens dans des lycées, pas en tant qu'auteur, mais en tant que médiateur pour présenter la bande dessinée, pour en parler. Je pensais qu'en arrivant et en disant « vous n'avez pas français aujourd'hui, vous avez bande dessinée », je pensais qu'il se passerait quelque chose d'un peu magique, que en fait, ce serait facile de juste parler de bande dessinée et de rebondir. L'expérience montre qu'il y a une certaine posture à adopter, qu'il faut préparer ses rencontres. Comment vous préparez un atelier ? Bon, je suppose que c'est très différent du public et aussi de l'objectif. Mais par exemple, toi, Max, comment tu te prépares Alors moi je suis l'inverse de toi, c'est-à-dire que je me prépare en ne me préparant pas du tout. Parce que en fait j'ai fait énormément d'ateliers et ce que je me rends compte c'est que il se passe jamais ce que je pense qu'il va se passer, que je suis pas forcément face au public auquel je m'attendais, qu'ils n'ont pas forcément lu les bouquins, ils étaient peut-être même pas au courant qu'ils allaient avoir un cours au CDI et qu'ils allaient parler bande dessinée et tout ça. Et que donc en général quand j'arrive trop préparé, que je veux accomplir un truc, ça déraille hyper vite et c'est difficile de retomber sur ses pattes. Et donc, j'arrive un peu avec une boîte à outils en me disant je vais pouvoir peut-être faire du fanzine avec eux, je vais peut-être parler de comment je travaille. Donc, je prends un carnet avec des découpages, je prends 2-3 planches originales pour les montrer au cas où. J'essaye toujours qu'il y ait un paperboard pour pouvoir dessiner. Et je sais qu'avec tous ces trucs-là, je vais pouvoir m'en sortir d'une manière ou d'une autre. Et voilà, ça m'est arrivé de faire des rencontres où je viens pour parler d'un bouquin et je me retrouve à parler de Titeuf ou de n'importe quoi, de choses qui n'ont aucun rapport avec moi, mais parce que voilà, ça fait la rencontre est comme ça. Et donc je pense qu'une des manières pour réussir un atelier, c'est d'être capable de sortir de ce qu'on avait préparé et d'être un peu tout terrain. Et voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, ça s'acquiert aussi avec l'expérience. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'y aller dès le départ. Il n'y a pas d'atelier qui se passe à 100%. On n'atteint jamais la perfection. Donc, faut savoir aussi réinventer sa pratique. Et c'est vrai que quand on est face à une classe qui n'a pas été préparée alors qu'on nous avait dit qu'elle serait préparée, il faut être capable de rebondir. Le tout, c'est
faut pas avoir peur d'y aller, et au fur et à mesure, les intervenants ont de plus en plus d'outils, parce qu'évidemment, ils ont réussi à improviser des choses. Les choses dont on va parler, ça va pouvoir mettre le pied à l'étrier à certains auteurs, mais la capacité d'improvisation, elle s'acquiert en faisant des ateliers en vrai. Oui, carrément. Mais alors, je suis d'accord. Effectivement, trop bien. Être tout terrain, c'est hyper important. Et si on a déjà fait des ateliers devant des classes ou n'importe où, on sait qu'il faut être préparé à tout. Mais ça reste quand même très important de définir les objectifs et de cadrer un peu le projet. Genre Anne-Claire, je sais pas. Alors moi, pour le coup, c'est hyper cadré, moi, tout ce que je fais généralement. J'ai la blinde de polycopier que je donne, où je prépare des choses pour leur donner, pour qu'ils aient le vocabulaire de la BD, pour qu'ils aient les cadrages, tout ça. J'ai des exercices sur des polycopies à chaque fois pour les amener très tranquillement. J'ai un schéma que j'applique sur pas mal d'ateliers qui peut fonctionner, je trouve, pour plein de publics différents. Peu importe les âges, je trouve, en vrai, parce que en fait, finalement, chacun dessine un peu à son niveau, donc ça peut s'adapter. Et après, c'est vrai que maintenant, j'en donne un peu moins. Des fois, j'improvise un peu plus quand même, mais moi, ça m'aide même pour les cours à la fac. J'ai tout un PDF rempli avec chaque exercice. Je sais exactement ce que je compte faire chaque séance. Mais moi, ça me rassure, je pense. Il y a quelque part un truc comme ça. Et puis, eux, ça leur permet aussi d'avoir un support. J'aime bien qu'ils aient un support, que ça les intimide un peu moins que d'être face à une page blanche aussi. Et voilà, je trouve que généralement, ça fonctionne bien comme ça, même si généralement, ils ne sont pas trop au courant de mon travail. Moi, pour le coup, à chaque fois que j'arrive, ils n'ont pas lu des BD ou quoi. Et puis finalement, ça permet de rentrer dans le sujet. Donc, ça fonctionne bien comme ça. Voilà. Super. Mais du coup, par exemple, Guillaume, quelle posture tu adoptes, par exemple, face à une classe dans un cadre scolaire ou ou aussi dans un cadre périscolaire? Je suppose que c'est pas la même posture, pas le même ton. Comment tu abordes ces ateliers? Alors, il y a deux postures pour moi, selon le public qu'on a en face. Moi, je sépare souvent le public entre un public à convaincre et un public qui serait déjà convaincu. Par exemple, si vous allez en atelier en bibliothèque sur un samedi après-midi, souvent les enfants ou les adultes qui vont participer à ce genre d'atelier, ils ont déjà une appétence pour le dessin. C'est déjà quelque chose qui les intéresse, même s'ils ont un niveau débutant ou pas. Ça, après, c'est à nous de nous adapter. Mais sur des publics à convaincre, je ne vais pas du tout avoir les mêmes outils. Un public à convaincre, je dirais que ça se joue souvent à partir de la 4e. De l'école primaire jusqu'à la 4e, c'est des élèves qui sont encore des éponges et qui sont hyper curieux et qui vont être très très contents d'apprendre des nouvelles choses. Et puis à partir de la 4e, il y a la peur du jugement de l'autre. On fait des dessins qui ne correspondent pas à ce qu'on avait imaginé. Ça ressemble à des dessins d'enfants parce qu'on n'a pas dessiné depuis le CM2. Donc il peut y avoir des blocages de ce côté-là. Donc moi, ma première séance, et c'est souvent là que ça joue, je trouve, dès les premiers exercices que je vais donner, je ne vais pas mettre des objectifs très très hauts. Et je vais surtout axer sur quelque chose d'hyper ludique et qui va permettre d'avoir un plaisir presque immédiat. C'est-à-dire qu'il faut que celui qui va te dire moi je ne sais pas dessiner, je ne saurais jamais faire, parce que c'est souvent ce qu'on entend. On est tous à se mettre des barrières sur plein de choses, et c'est vrai qu'à partir de la 4e, les élèves s'en mettent de plus en plus. Ils pensent tous que le dessinateur, il sait dessiner, que c'est un don, et que en fait, ils s'imaginent pas le travail qu'il y a derrière. Et surtout, ils pensent pas être capable de. Donc, moi, sur mes premiers exercices, c'est vraiment leur prouver qu'ils vont réussir, et qui surtout ils vont prendre du plaisir pour la suite, parce qu'après ça va être un peu plus pénible, puisque là on va attaquer les planches et tout, et là il va falloir dessiner beaucoup. Mais sur les premiers exercices, c'est vraiment des exercices courts. J'ai un exercice tout simple où c'est le premier que je donne, où je leur fais d'abord écrire une lettre. On choisit une lettre ensemble. Moi j'ai préparé un petit peu en avant, j'ai mes 26 lettres, et je leur fais faire un visage avec, et donc à partir de leur graphie à eux, leur façon d'écrire, ils arrivent à obtenir un visage dès le premier dessin. Et là, je commence déjà à briser un petit peu la glace et à tirer sur le levier. Regarde, tu vas être capable de regarde, là déjà, tu as déjà progressé dès le premier exercice. Et puis après, c'est très léger, c'est du bonhomme bâton. On travaille le langage du corps. Avec les tout petits, je me mets des pastilles sur les articulations, je prends des postures, on regarde ce qui se passe, on fait des erreurs, on corrige, on déconstruit. Et surtout, ma posture à moi, c'est aussi de dire, moi je dessine. Alors oui, des fois ça peut être impressionnant ce que je fais parce que j'arrive à trouver la solution tout de suite, mais je leur dis bien, ça c'est un dessin que j'ai déjà fait.
c'est quelque chose que je connais, que je maîtrise. Si tu me demandes de dessiner une licorne qui fait la roue, là je vais me planter, il va me falloir 10 essais et tu vas voir que je vais galérer autant que toi. Et c'est un autre aspect positif aussi pour les intervenants, c'est qu'en plus de ça, moi j'ai énormément progressé en dessin grâce à tout ça, parce qu'ils m'ont fait dessiner des choses que j'aurais jamais dessinées de mon propre chef. Et se mettre en danger, montrer que un dessinateur, c'est aussi quelqu'un qui a des doutes et qui n'y arrive pas du premier coup, qui va avoir besoin de se renseigner, de voir des photos, aller chercher dans Google Images des postures pour pouvoir répondre à leurs attentes ou aux nôtres. Ça leur permet aussi de se dire bon bah c'est vrai que finalement c'est pas un don du ciel. Enfin, et ça permet aussi de montrer le travail qu'il y a derrière l'album, parce que encore une fois c'est pas un pouvoir magique le dessin. Moi, c'est un truc que je leur demande. Est-ce que c'est un pouvoir magique réellement ? Est-ce que vous pensez qu'il y a un dieu du dessin qui s'est plongé sur le berceau de je sais pas quel élève ? Parce que après, moi, je demande dans la classe, dénoncez-les là, mais qui dessine bien dans la classe ? Puis, si on pose la question à ceux qui ont été dénoncés par les autres, on se rend compte qu'ils dessinent très très souvent. Oui, je pense que c'est super important. Cette idée de don, c'est vraiment un truc qui est super persistant. Et beaucoup dans l'enseignement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de profs qui font perdurer ce truc. En fait, pour faire du dessin, pour faire de la musique, pour faire quoi que ce soit artistique, il faut un don. Et c'est vraiment n'importe quoi. Et ça empêche beaucoup de gamins de se laisser aller dans des trucs plus artistiques. Et moi, je trouve aussi que c'est hyper important de, dès le début, dire en fait, moi, à votre âge, j'étais aussi nul que vous, j'étais pas meilleur. J'avais bien dessiné, je dessinais des petits Dragon Ball dans les coins de mes feuilles, je les faisais tout mal foutus et je prenais du plaisir, et c'est juste que j'ai continué. Il y en a qui arrêtent et moi j'ai continué. Et même aujourd'hui, en fait, en tant qu'auteur, dessiner, c'est difficile, c'est quelque chose qu'il faut chercher, qu'on recommence. Et montrer que le dessin, c'est un travail et que c'est un truc qui s'apprend comme on apprend n'importe quelle autre chose dans la vie, comme on apprend à faire à bouffer, comme on apprend les maths, comme on apprend tout. Je trouve que c'est super important, quoi. Et c'est aussi un des trucs, moi, que j'essaie vraiment de montrer dans les ateliers, c'est que c'est pas parce que c'est artistique que c'est inaccessible et que c'est réservé à quelques personnes. En fait, tout le monde peut le faire. Et surtout qu'on n'a pas besoin de dessiner excessivement bien pour faire de la bande dessinée. Si on prend Marc Dubuisson, il fait toutes ses bandes dessinées en bonhomme bâton et c'est extraordinaire. Mais c'est vrai que plus le public est grand, plus c'est compliqué de les faire dessiner. Et les amener à prendre un crayon et à dessiner et leur dire que c'est pas inné, c'est un vrai combat dans les interventions. Et moi qui n'ai jamais appris à dessiner et qui n'ai pas pris le temps de progresser, je trouve même que dessiner mal au tableau rapporte quelque chose de marrant et qui les aide vraiment à décomplexer sur le fait de se lancer et à essayer juste d'inventer leur histoire et à raconter leur histoire sans se dire non, je vais pas mettre un dragon parce que je vais pas réussir à dessiner mon dragon. Donc voilà, même si vous ne savez pas dessiner, vous pouvez mener des ateliers de bande dessinée en vrai. Toi, Anne-Claire, est-ce que tu as des techniques pour essayer de les décomplexer face au dessin ? Qu'est-ce que tu peux mettre en place ? Du coup, moi, je trouve que ce qui est le plus angoissant, c'est le côté la page blanche. Et là, ça y est, il faut se lancer. Là, par exemple, j'ai donné un atelier à Michelis. Il n'y avait pas forcément de première case déjà de faite. Et il fallait parler d'une féministe. Et c'était très compliqué pour eux de commencer à déjà faire un scénario et tout ça. Et donc, généralement, moi, ce que j'aime bien, c'est donner en fait, des sortes de petits polycopiés, en fait, où il y a, par exemple, je travaille sur les émotions. Donc, il y a plusieurs fois le même visage qui est placé. Il y a juste les sourcils et la bouche à changer, pour changer l'émotion. Et donc, du coup, c'est pas vraiment du dessin. Là, c'est juste quelques bâtons, un peu comme toi avec les lettres. Donc au début, ça commence à rentrer un tout petit peu dans le dessin. Après, il faut apprendre à dessiner un visage. Là, j'ai une petite méthode que je leur explique et tout ça. Donc ils apprennent à dessiner un visage. Et après, hop, on passe sur de la BD, mais c'est un dessiner la suite. Donc il y a déjà 2 cases qui sont placées. Il faut qu'ils dessinent une suite, mais alors vraiment de ce qu'ils veulent. Donc là, l'imagination, elle peut vraiment aller loin. Mais au moins, le fait qu'il y ait déjà un départ, ça leur permet d'enclencher quand même quelque chose au niveau de l'imagination. Ça part pas de rien. Et petit à petit, en fait, ils arrivent comme ça à rentrer doucement dans le dessin. Et pareil, j'explique à fond ce genre de questionnement-là. En fait, en effet, il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour faire de la BD. Je parle souvent, moi, plus de Leslie aussi, qui fait qui est aussi une autrice BD et qui donne des ateliers et qui fait des BD avec des tampons où c'est plusieurs fois le même dessin, en fait. Et donc, du coup, j'essaye aussi de travailler beaucoup sur la confiance en soi des élèves, parce que moi, c'est ça qui m'importe le plus dans les ateliers. C'est pas tant la technique, c'est surtout qu'ils puissent exprimer quelque chose de personnel, qu'ils puissent prendre un peu confiance en eux, y compris les adultes, parce que je donne aussi pas mal d'ateliers à des adultes. Et on voit qu'ils n'ont pas touché des crayons depuis des années et qui sont très complexés. Et généralement, tout le monde est
très surpris de voir ce qu'ils sont capables de faire. Donc ça m'importe beaucoup qu'à la fin, les gens soient fiers de ce qu'ils aient fait, les élèves, en fait, en règle générale, quoi. Donc du coup, c'est comme ça que j'essaye de les amener tout doucement, en décomplexant. Quand je présente mon travail, je montre parfois en quoi je me suis trompée, que j'ai refait des cases, que je me suis foirée, des fois complètement. J'ai dû refaire une page pour essayer de les décomplexer, quoi. Voilà. Et toi, Max, est-ce que tu as des techniques de Jedi pour décomplexer? Moi, mon truc que je fais presque à tous les ateliers, en tout cas dans des classes, quand c'est des enfants de moins de 15 ans, je dirais, ce que je fais quasiment à chaque fois, c'est que je prends un élève à part, je demande le nom de quelqu'un, et puis je fais toujours la même chose, c'est un peu un gimmick que je fais. Et donc je dis, machin, elle va devenir une super grande chirurgienne et tout ça. Elle va être une des plus grandes chirurgiennes de France, c'est incroyable. Mais aujourd'hui, là maintenant, j'ai mon appendicite qui explose devant la classe. Tout le monde sait qu'elle a un don pour la chirurgie et qu'elle va devenir la plus grande chirurgienne de France. Donc on va lui donner un cutter. Elle va pas savoir m'opérer, quoi, parce que en fait, elle va devoir apprendre. Et donc, du coup, le dessin, c'est la même chose. En fait, il y en a potentiellement plein d'entre vous qui sont des super auteurs en puissance. Mais si on vous demande de faire une BD maintenant, ce sera nul. Et c'est pas grave, en fait. Ça fait partie du jeu et on apprend. Et donc, souvent, je fais ça et à ce moment-là, tu te rends compte qu'ils sont un peu là. Ils comprennent tout d'un coup ce truc de. En fait, oui, il y a des études. Enfin, voilà. Ça s'apprend, quoi. Et donc, c'est un bon truc pour les décoincer un peu. Et puis même que ça se construit un dessin. Par exemple, juste parler des traits de construction pour le visage, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu. Et quand tu leur montres cette croix au milieu d'une forme pour une tête et que tout de suite ça fait un visage qui n'a pas les yeux trop hauts et tout, c'est vrai que c'est déjà un peu magique, quoi. Voilà. Ok, donc vous trois, vous avez effectivement énormément d'expérience en tant qu'intervenant et sur des publics différents. Est-ce que vous auriez un exemple d'atelier qui s'est extrêmement bien passé, je sais pas, avec une épiphanie Guillaume? Alors, en collège, par exemple, il y a... ce qui est cool avec la bande dessinée, alors déjà c'est un art qui est pluridisciplinaire, donc vous pouvez travailler avec tous les enseignants du collège en vrai sur le même projet. Alors j'exagère, ça se fait jamais comme ça, mais vous pouvez travailler l'histoire, le français. J'ai déjà fait des ateliers en maths, en sciences. Moi j'aime beaucoup travailler l'histoire parce que ça oblige les élèves aussi à questionner la pratique et de faire beaucoup de recherches et donc aussi parfois aussi faire preuve d'empathie et de se mettre à la place des gens qui ont vécu des choses souvent pas très cool, on va dire. Et j'ai le souvenir moi d'un atelier qui s'était très bien passé, où j'étais parti en visite avec la classe au mémorial de Compiègne. C'est un ancien camp d'internement à Compiègne qui s'appelle Royal-Lieu, donc qui est assez dur à visiter parce que c'était en gros un camp d'internement pour les juifs avant qu'ils soient envoyés à Auschwitz et ailleurs, donc une sortie assez forte où on prenait déjà des croquis sur place et où on essayait de chercher justement des thèmes, des sujets à aborder, alors avec la visite qui allait avec, donc on avait plein de témoignages. Et donc après on est retourné en classe, on a écrit des histoires, soit de la fiction, soit en s'inspirant directement des faits réels. Et les gamins se sont plongés dans le projet à fond parce que en écrivant une histoire, ils se sont projetés à la place des gens, en allant directement sur le lieu. Ils savaient de quoi ils parlaient, ils avaient de la documentation. Donc c'était hyper impressionnant de voir comment l'ensemble de la classe s'est mis à participer directement dès la première séance. Là, pour le coup, j'ai pas eu à convaincre beaucoup d'élèves. C'est pas toujours le cas. Il y a toujours des élèves avec qui il faut prendre le temps. Il va falloir les rassurer. On passe beaucoup de temps vraiment à les encourager, à leur dire ne t'inquiète pas, tu vas y arriver, regarde. Moi je dessine pas dans leur page, c'est vraiment quelque chose auquel je fais très attention. Il faut que ça reste leur travail à eux. Par contre, je peux leur proposer des solutions à part. C'est toujours hyper cool de voir dans ce genre de projet quand un élève peut vous dire au début mais moi j'y arriverai jamais, et qu'au bout de 2 séances
il prend en photo ses dessins pour les montrer à ses parents le soir, on voit qu'on débloque des choses et qu'en effet, alors il y a le travail sur la confiance en soi, mais aussi juste sur l'épanouissement personnel. C'est des projets où je trouve il y a parfois des élèves qui vont se révéler. Bah, moi je le vois pas directement, c'est les profs qui me le disent parce que c'est des élèves qu'on voit 4-5 fois, on les connaît pas avant. Ça peut aussi créer une ambiance de classe pour le reste de l'année. C'est des projets des fois qui peuvent fédérer quelque chose dans la classe. Et ce projet-là en particulier, c'était vraiment très bien passé. Quand tu dis il faut du temps, ça prend du temps, pour mener un atelier un peu idéalement, t'estimes à combien de séances, de combien de temps Ça va dépendre des objectifs qu'on veut atteindre. Ça, faut en parler avec les enseignants avant, quand on parle de l'éducation nationale. Donc, ça va dépendre du budget aussi, du budget qu'ils vont avoir. Mais dans l'idéal, si on veut que chaque élève de la classe puisse réaliser une planche, je dirais qu'il faut au minimum 12 heures. 12 heures, le temps de désacraliser le dessin, comme on a dit au début, parce qu'il y a tellement de choses aussi à aborder. Il y a le découpage, la narration, la mise en scène, le langage du corps, les codes iconographiques, les dialogues, enfin l'écriture, il y a plein de choses. C'est un art qui est hyper riche, donc forcément, faut pas arriver en mode gros bulldozer dès la première séance en voulant tout expliquer. Faut y aller par petites touches, et donc ça se discute aussi avec les enseignants. Faut faire aussi attention à leurs attentes à eux. Partez pas la fleur trop au fusil, parce que des fois il y a des enseignants qui ont des envies très précises et qui se rendent pas compte du temps que ça prend, donc il faut bien expliquer. Et il y a autre chose aussi qu'il faut préciser aux enseignants, c'est que tous les élèves n'auront pas terminé à la fin des 12 heures. C'est-à-dire que sur la pratique artistique, il y en a qui vont être à l'aise et qui vont aller assez vite, et puis d'autres, mais comme n'importe quel artiste, il y a des artistes qui ont besoin de plus de temps, de construire, de déconstruire, et puis d'autres qui vont y aller dès le premier jet. Donc il ne faut pas hésiter à mettre le prof d'art plastique dans la boucle pour qu'il puisse finir les planches avec les élèves qui n'auront pas terminé. Quand tu mènes ce genre d'atelier en classe, à la fin, chaque élève a une planche différente, ou est-ce que vous écrivez l'histoire en commun, vous faites un découpage en commun et après chacun se met à travailler de son côté et toi tu es un soutien, ou est-ce que tu fais des découpages pour chaque élève, une planche différente pour chaque élève? Alors moi je ne fais plus du scénario élève par élève, parce que en suivi c'est quasiment impossible. On a des classes qui ont des effectifs de plus en plus gros, donc si vous avez des séances de 3 heures, ça se trouve vous allez passer 5 minutes avec chaque élève, donc c'est impossible pour pouvoir bien l'aider à construire sa narration. L'idéal pour moi c'est de faire des petits groupes. On fait une séance, la deuxième séance en général je la réserve à l'écriture, au storyboard ou à la création de personnages s'il nous reste encore un petit peu de temps, et puis on repart avec les scénarios découpés, voire les storyboards, et comme ça je prépare la planche moi sur InDesign. Après on peut faire ça aussi à la règle et au feutre, mais pour aussi éviter d'avoir une séance juste de traçage et de mesure, parce qu'avec des élèves de je sais pas, des 6e ou des 5e, ça peut être une séance de 2 heures qui peut facilement être horrible pour eux. J'ai déjà fait cette erreur-là. Ouais. Et moi aussi. C'était très drôle. Mais effectivement, à la fin, il n'y avait pas une seule gouttière qui faisait la même taille. Oui, en plus, le résultat n'est pas forcément nickel. Mais... Et puis pour eux, c'est pas l'aspect le plus rigolo. Donc après, s'il y a un prof de maths dans la boucle qui vous dit « Ah ouais, mais c'est quand même intéressant de faire... des angles droits. Ouais, des angles droits, faire des cases déformées, invoquer Pythagore pour une fois. En même temps, quelle très bonne idée d'utiliser Pythagore. Ouais, c'est vrai. Et toi, Max, est-ce que tu as un souvenir d'atelier, de rencontre, ou de quelque chose que tu as mené avec des élèves qui s'est extrêmement bien passé et qui t'habite encore aujourd'hui? Je n'irai pas jusqu'à là. J'ai un peu exagéré. C'est un petit peu fort quand même. Mais... Non, mais je pense que moi j'ai eu beaucoup d'ateliers qui sont très bien passés. Et en général, quand ça se passe vraiment bien, c'est parce que les professeurs sont investis. Et donc ça, je pense que c'est un des trucs qui est vraiment important. C'est dans une classe, quand tu arrives, si le prof les a un peu préparés, si le prof est content que tu sois là, bah, ça change toute la dynamique, parce que ça arrive aussi souvent que tu viennes dans une classe et que le professeur se dise « Ah, merci !» et puis il s'en va, ou il ouvre son ordi et il tape des mails, et tu te retrouves à devoir gérer une classe, et voilà, c'est pas ton boulot de gérer une classe, c'est pas... Et, mais bon, on s'en sort à chaque fois, il n'y a pas de souci. Hein, mais, donc, en général, quand ça s'est bien passé, c'est plutôt parce qu'il y a un vrai suivi des professeurs, et des professeurs qui sont, ou bien du personnel du CDI, des bibliothèques, qui sont vraiment investis. Après, je me souviens d'avoir fait un atelier fanzine au Nuit Sonore de Lyon. Donc, pendant que les parents dansaient, moi, je faisais des fanzines avec des enfants qui faisaient
c'était tous des enfants visiblement qui vivaient la nuit parce qu'ils ont tous fait, ils avaient 8 ans et ils ont fait des bandes dessinées sur les DJ et des trucs comme ça, sur la drogue et tout, c'était hyper bizarre. Carl Cox prenait trop de drogue et il maigrissait d'un coup super vite. Et puis après on avait fini ça en méga boom. Et donc on avait fait une espèce de distribution de fanzines et les enfants dansaient, changeaient les fanzines, c'était super, donc c'était un bon souvenir. Ouais. Génial. Et ça a l'air trop bien. Et toi, Anne-Claire? Moi, pour le coup, en fait, quelque part, mes meilleurs souvenirs d'ateliers, c'est pas forcément les ateliers qui se sont le mieux passés, parce que généralement, quand ça se passe bien, c'est que tout roule. En effet, des fois, c'est quand c'est des publics aussi qui sont là par choix, dans le cadre du loisir ou quoi. Mais bon, voilà, tout se passe bien, mais bon, c'est pas forcément humainement le plus intéressant. Moi, des fois, c'est dans le cadre plutôt social, où il y a eu des moments qui étaient, je trouve, hyper forts et hyper touchants. Mais alors, des fois, c'est des bordels d'organisation, en fait, où c'est hyper compliqué, c'est hyper difficile. Genre, à un moment donné, je donnais un atelier en EHPAD où il y avait 10 personnes en EHPAD qui étaient à moitié sourdes, qui étaient parfois paralysées, plus 14 élèves de CE2 à gérer tout ensemble, tu vois, autour d'une table. Donc ça a été la folie, mais en même temps, il y a un moment donné où il y a 3 élèves de CE2 qui ont pris le temps d'expliquer à une personne âgée qui était toute timide qu'elle pouvait dessiner son visage en réexpliquant la méthode que j'avais montrée. Et elle a fini par oser dessiner, elle a fait un très beau portrait. Et j'ai trouvé ça tellement touchant et émouvant, je me suis dit, bah ça valait le coup, quoi. Même si à la fin, je suis au bout de ma vie, ça valait le coup. Et du coup, c'est ce genre d'atelier-là plutôt social, pareil, avec 4 enfants qui étaient en foyer, là, de voir leurs histoires de vie qui étaient hyper intéressantes, à mettre en BD, voir que ça leur donne confiance en eux. Alors oui, de temps en temps, ils doivent courir autour de la salle parce qu'ils n'arrivent pas à tenir en place. Mais voilà, ça, c'est ça qui, moi, me donne de l'énergie et qui me motive pour mes ateliers. Et ça se passe pas forcément... C'est pas si facile, mais c'est beau, je trouve, ce genre de moment-là, quoi. Voilà. Carrément. Et puis ça fait vraiment plaisir quand ils utilisent le médium bande dessinée pour parler d'eux de manière soit frontale, mais sans l'exprimer à un adulte, ou de manière détournée en se mettant dans la peau d'un héros. Oui, complètement. Ouais. On a beaucoup parlé d'ateliers en milieu scolaire. Merci Anne-Claire d'avoir parlé de la côté. Est-ce que vous, par exemple, en hors cadre scolaire, Guillaume, est-ce que tu as des ateliers que tu as menés ou des choses différentes peut-être que juste essayer de créer une planche? Alors j'ai fait un atelier avec... je mène des ateliers tous les ans à la maison d'arrêt d'Amiens, donc avec des adultes. Pareil, on est face à un public qui pense ne pas savoir, ne pas réussir, même s'ils s'inscrivent, là on pourrait dire c'est un public convaincu, mais en fait pas du tout. On parle de confiance en soi, mais c'est un... faut savoir, les détenus en maison d'arrêt, c'est aussi des gens qui sont sortis qui sont sortis de la société. C'est un peu cliché de dire ça, mais on est très très proche de la réalité quand même. C'est-à-dire que c'est des gens qui pensent ne pas pouvoir apprendre quelque chose de nouveau, parce qu'il y en a qui ont des problèmes d'écriture, qui savent pas écrire forcément, et donc nous on leur propose de faire de la bande dessinée. Moi sur le coup je leur dis rien, même si je commence à essayer de lever les a priori, et quand on voit le résultat qu'ils font au final, c'est toujours de leur faire verbaliser que regarde, il y a 8 séances, tu pensais être incapable de produire quelque chose, regarde ce que tu as obtenu. Encore une fois, moi je n'ai pas dessiné dans leur page, donc ça reste leur travail à eux. Ils sont toujours assez impressionnés de voir le rendu final, et donc je finis par leur dire, mais regarde, juste en une dizaine d'heures là, tu as appris quelque chose de nouveau. Est-ce que en sortant, tu vas pas pouvoir te projeter sur quelque chose finalement que tu disais que c'était pas accessible pour toi? Nous tous, on se met tous des barrières. Moi, ça va être la cuisine et le bricolage, par exemple. Je vais avoir besoin de me former, et puis peut-être que je vais finir par obtenir des choses, et le plaisir sera le même. Mais s'ils sortent et qu'ils se disent ouais, il n'a pas tort, peut-être que je pourrais essayer d'aller travailler en restauration, ou d'aller travailler, d'apprendre un métier en maçonnerie. Enfin, des fois, on a l'impression que c'est impossible pour nous, et je parle pas que de dessin, donc, mais de lever ça par le dessin, je trouve ça hyper cool. Et là, pour le coup, j'ai déjà eu des retours, j'ai déjà croisé des anciens détenus avec qui on a discuté du bénéfice qu'ils avaient pu ressortir de l'atelier. Et c'est vrai que c'est hyper positif, parce qu'on ne voit pas le lien forcément tout de suite, mais dès qu'on gratte un petit peu, on obtient des choses qu'on pensait impossibles. Et finalement, entre, je sais pas moi, faire de la cuisine en collectivité et réaliser une planche de bande dessinée, c'était quoi le plus dur pour toi? Regarde, peut-être que tu peux aller taper à certaines portes pour essayer d'apprendre de nouvelles choses. Donc ça pour moi, c'est un des trucs essentiels qu'on doit avoir en tête quand on fait
des ateliers bande dessinée avec des publics, j'aime pas trop ce terme-là, mais on parle souvent de public empêché. Mais on n'est pas là pour en faire des auteurs de BD professionnels, même si ça pourrait arriver. Il y en a en détention à qui c'est déjà arrivé, je le sais, mais enfin pas avec moi. Mais c'est quand même hyper cool de se dire. Moi, je les vois que quelques heures, et puis finalement, juste grâce à ça, peut-être que ça va faire un petit truc dans leur tête qui va leur permettre d'avancer après en sortant. Et ça, c'est valable pas uniquement pour des publics qui sont empêchés, comme on dit. Donc ça peut être valable pour tous les publics qu'on peut avoir entre les mains sur plein de genres d'ateliers différents. Trop bien. Quel plaisir d'entendre parler de la bande dessinée comme levier pour amener à autre chose, et que, une fois de plus, l'objectif, la planche, le rendu n'est pas vraiment le plus important, mais que ça va amener à plus et que ça développe la conscience en soi, c'est vraiment trop bien. Mais vu que là, on a parlé que du positif, c'est un peu cool d'avoir des exemples négatifs, non? Est-ce que, Max, par exemple, tu as déjà des moments où ça s'est très mal passé? Genre, ou comment ça peut très mal se passer? Ben, en fait, ça peut pas. Honnêtement, je pense pas que ça peut très mal se passer. Il peut y avoir des situations compliquées parce que les élèves sont pas du tout cadrés, que ça part un peu dans tous les sens, parce que t'es pas du tout attendu là où t'arrives, parce que c'est des gens. Moi, j'ai déjà donné des ateliers dans des endroits où des gens n'avaient jamais lu de bande dessinée de leur vie, et donc c'est compliqué de parler dessin avec des gens qui n'ont jamais dessiné, qui n'ont jamais lu de bande dessinée. Mais en fait, il y a toujours des solutions, et c'est juste, de nouveau, je crois que je reviens un peu à ce que je disais au début, mais je pense qu'il faut pouvoir s'adapter et pas essayer absolument de faire rentrer son modèle à soi dans un atelier, et essayer d'accepter des choses. Par exemple, moi j'ai donné, il y a une dizaine d'années, j'ai passé un mois dans des camps de réfugiés en Palestine où je donnais des ateliers bande dessinée, et eux, ils n'avaient jamais lu de bande dessinée, ils ne dessinaient pas du tout, et moi je parlais pas arabe. Donc il y avait quand même énormément de barrières, quoi. Et donc au début de la première séance, je me suis dit je vais jamais arriver à rien faire, c'est la cata, qu'est-ce que je fous ici, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que petit à petit, donc je faisais la solution que j'avais trouvée, c'est que je faisais des dessins, que je leur faisais compléter des dessins, quoi. Et le but, c'était un peu d'essayer de leur faire parler de choses personnelles sans qu'ils s'en rendent compte. Et donc, je faisais, je sais pas, des gens qui couraient, ils devaient dire pourquoi ils couraient, dessiner la personne qui avait derrière ou devant. Et voilà, j'essayais de faire je faisais des machines à voyager, à se télétransporter n'importe où sur Terre. Et alors, ils pouvaient dessiner où ils allaient et tout ça. Et en fait, petit à petit, au bout du mois, les enfants, ils ont tous fait des planches et tout ça. Ils ont tous parlé de choses hyper personnelles dont je pense pas qu'ils parlaient à leurs parents ou à leurs profs. Et tu dis, voilà, je vais dire un truc super cliché, mais c'est un peu magique, quoi. La BD, il y a moyen de vraiment de... Il n'y a pas besoin d'être doué pour pouvoir partager quelque chose, quoi. Et donc voilà, j'ai l'impression que même quand ça se passe mal, en fait, il y a toujours quelqu'un qui en tire quelque chose. Et ça peut se passer mal avec une classe de 20 élèves, mais il y en a toujours un qui va quand même en tirer un truc. Et donc voilà, je pense que même quand, en général, quand on est dans des classes et qu'on se dit mon Dieu, mais qu'est-ce que je fous là, c'est la catastrophe. En fait, avec le recul, ça valait le coup. Et voilà, il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais eu de catastrophe absolue, quoi. T'as pas eu de catastrophe absolue, toi, Guillaume? Il y aurait pu en avoir, mais comme dit Max, en fait, il y a toujours du positif. Pour les auteurs qui voudraient faire des ateliers, qui ont un petit peu peur de ça, je dirais surtout, il faut éviter les projets qui serait fun, c'est pas le bon mot, parce que parler du mémorial de Royal-Lieu et de la déportation, c'est pas fun. Mais quand un enseignant vient vous voir et qui vous dit je cherche un intervenant pour illustrer le règlement intérieur du collège, faut dire non tout de suite. Enfin, il y a des ou la charte de la laïcité aussi. Ouais, voilà. Non, mais il y a des choses sur lesquelles vous pouvez tiquer tout de suite, c'est-à-dire évidemment qu'on est là pour dans un cadre scolaire et qu'on va aborder plein de choses. Moi, je crois vraiment qu'il faut quand même que les élèves puissent y prendre du plaisir.
hyper pénible comme un règlement intérieur. Non, faut bien s'habiller en arrivant au collège, pas jeter son chewing-gum par terre. Ne pas mettre de bonnet dans les couloirs. Ouais, ne pas mettre de bonnet dans les couloirs. Bon, ça a pas grand intérêt et puis ça va pas les amuser. En tout cas, personnellement, ils s'y retrouveront pas, donc le plaisir, il sera pas là. Mais non, il n'y a pas vraiment d'atelier qui se passe mal. Par contre, c'est pareil, il faut pas avoir d'a priori sur les publics. C'est-à-dire que si on a un peu peur d'aller à un endroit parce que c'est un collège qui a une mauvaise réputation, par exemple, moi, d'expérience, à chaque fois que je vais dans des classes où les profs me disent « par contre, c'est une classe compliquée », en vrai, c'est là que ça se passe le mieux. 100% d'accord. Ouais, c'est souvent des élèves qui sont très énergiques, qui ont des problèmes des fois de concentration et tout, mais en vrai, c'est quand on va des fois dans des quartiers difficiles, moi je trouve qu'on est super accueillis par les élèves. Ils débordent d'énergie, ils sont super contents de vous voir. On prend du temps pour eux et tout, ce qui n'est pas toujours le cas dans des établissements de centre-ville ou avec des élèves qui sont déjà nourris oui, culturellement, qui prennent quasiment tout pour acquis. Oui, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que notre but, c'est aussi d'éveiller la curiosité. Donc quand on est face à des élèves qui sont déjà en mode éponge et qui s'intéressent, et c'est souvent le cas en vrai dans les quartiers sensibles, par exemple, c'est hyper positif et donc faut pas avoir peur d'y aller. Au contraire, moi je dirais que c'est souvent là que ça se passe le mieux, même si c'est fatigant. Et toi, Anne-Claire, est-ce que tu as un truc négatif ? Alors, qui s'est foncièrement mal passé, non, quand même. Mais c'est vrai que, bon, pas moi, c'est plus des ateliers dans le cadre social, parfois qui sont compliqués. Donc, j'ai parlé de celui avec l'EHPAD qui mélangeait des CE2, donc beaucoup trop de monde avec des publics trop différents. Donc, ça, c'était très compliqué, je trouve, comme organisation. Pas forcément plaisant pour tout le monde, en fait. Et puis, par exemple, à un moment donné, j'ai dû donner un atelier à des personnes en situation de handicap, mais ils avaient tous des handicaps très différents, mentaux. Et du coup, moi, j'étais pas du tout formée à ça. On m'avait pas expliqué quels étaient les handicaps. Donc, j'ai pas pu adapter le programme comme il fallait. Il y en avait certains qui étaient complètement fermés. Enfin, heureusement, il y avait les éducateurs avec moi, ça va, mais c'est vrai que ça, c'est pas toujours évident, je trouve, quand il y a des spécificités comme ça, quand on n'est pas formé à ça. Et après, par exemple, en prison aussi, quand même, moi, j'ai donné des ateliers en quartier mineur, ça s'est toujours très bien passé parce qu'on est bien entouré. Par contre, en quartier adulte, se retrouver seul avec des prisonniers enfermés à clé dans une pièce, je trouve que c'est pas forcément évident. Ça, je le referais pas, par exemple. Voilà, c'était des cas particuliers. Et après, au niveau scolaire, ça arrivait des fois que je me suis face à des lycéens, souvent plus lycéens, qui clairement s'en foutaient complètement. Ils avaient leur téléphone portable, le prof gérait pas trop la discipline et j'ai senti que personne n'en avait rien retiré. Mais c'est arrivé assez rarement, c'est peut-être arrivé 2 fois, je crois. Voilà. Oui, en vrai, souvent c'est bien construire son projet et bien discuter avec le porteur du projet. En fait, souvent avec les apprenants, on va dire, ou les bénéficiaires du projet, ça se passe souvent bien. Souvent le problème, c'est quand les cadres sont mal définis et que comme tu as dit, on te prévient pas de certaines choses, ou tu arrives et c'est pas ce qu'on t'a dit. Voilà. Donc souvent, c'est vrai que ça se passe rarement mal de faire de la médiation face à un public. C'est souvent de la faute des profs. Oui, et puis il faut bien se dire que, on est auteur, et donc peu importe qu'on arrive et qu'on ait fait 10 bouquins ou un bouquin ou un demi-bouquin, on arrive quand même avec un parcours et avec une espèce, même pour les élèves qui ont l'air d'en avoir rien à cirer, il y a quand même ce statut que tu viens en tant qu'auteur et donc tu peux toujours t'appuyer là-dessus pour parler. Et si en fait dessiner ça se passe pas bien, mais c'est pas grave, tu parles de la formation, de comment t'es arrivé là, de tes lectures. Donc je pense qu'il y a quand ça se passe pas bien, il y a toujours moyen de ramener à quelque chose, de trouver un truc où il y a un intérêt. T'es dans une classe où il y en a 4 qui lisent du manga, tu parles de manga que toi t'as aimé, et puis petit à petit tu reviens à ton atelier, mais il y a toujours moyen de capter quand même, je pense, l'attention. Et je pense que si on s'adresse à des gens qui, comme tu disais, qui hésitent un peu, qui ont peur d'être légitimes et tout ça, en fait, tu es légitime, que tu aies fait plein de bouquins ou pas de bouquins, que tu aies fait des bouquins qui sont vendus à plein d'exemplaires ou que tu en aies vendu 10 à ta grand-mère, ça compte, tu es là et tu es légitime par ta présence. Et donc il faut pas avoir peur de s'appuyer là-dessus, quoi. Et quand on a aussi des craintes après un atelier où on pense peut-être que ou peut-être que j'ai mal fait ou là c'était pas bien et tout, faut pas hésiter à débriefer aussi avec les éducateurs ou avec les enseignants. C'est vrai que quand on est face à un public qu'on ne connaît pas, on parlait de personnes en situation de handicap, on a peur aussi de mal faire. Mais c'est vrai que
j'imagine mal un auteur dire à quelqu'un ah mais c'est trop laid. Ça se passera toujours avec bienveillance. Le tout c'est de voir et de débriefer si on a des doutes, de ne pas hésiter à dire aux gens qui vous ont rémunéré pour ça, est-ce que ça vous a plu, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce que je peux corriger. Moi je le fais encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut être capable aussi de réinventer sa pratique et de se remettre en question, surtout quand c'est une première fois, parce que moi j'ai pas encore fait tous les publics du monde, mais faut pas avoir peur d'y aller et surtout de demander si c'était bien ou pas, parce que ça vous permet aussi de progresser, d'être meilleur sur les prochains. Ben oui, comme on disait tout à l'heure, pour être auteur, c'est un truc qui s'apprend. En fait, être intervenant, c'est un truc qui s'apprend aussi. Et donc, souvent, nous, les auteurs, on n'est pas du tout formés à ça. Et il y a un peu un truc, t'es auteur, tu fais des interventions, maintenant c'est parti, on te jette dans les classes. Et donc au début, c'est un peu perturbant et c'est un peu intimidant et on fait des erreurs, on fait des ateliers qui se passent, qui sont pas comme prévu ou qui sont pas très intéressants, où on avait prévu beaucoup trop de trucs, où on avait prévu pas assez de trucs. Mais c'est pas très grave. En fait, on apprend et chaque élève retirera quand même quelque chose de positif. Au pire, si c'est absolument la cata, il a 1 heure où il a pas fait de maths et puis voilà. Mais en fait, c'est un truc qui s'apprend et donc. La première fois, c'est intimidant. Au bout de 15 fois, on a trouvé un système et on est à l'aise. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Et on apprend tous les jours. Et c'est quand même le but de faire tout ça. Si on faisait un truc qu'on sait faire facilement, je pense qu'on aurait tous arrêté. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un challenge. Ben oui. Est-ce que vous voulez... On va arriver au bout. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous vouliez parler qu'on n'a pas abordé ? Moi, je voulais juste dire qu'un des trucs que je trouve hyper bien en atelier, c'est de faire des fanzines avec... moi, je rabâche tout le temps ça, je dis toujours la même chose, mais je trouve que faire des fanzines avec les élèves, les étudiants, les adultes, peu importe, en fait, le fait que les gens puissent repartir chez eux avec une bande dessinée qu'ils ont fait eux-mêmes et de se rendre compte qu'en fait... Faire un livre, c'est pas réservé à une élite, c'est un truc qui est faisable, qu'avec une imprimante, qu'avec une photocopieuse, on peut faire des livres. C'est hyper important. Et donc voilà, moi je trouve que si on sait pas quoi faire dans une classe, faire un fanzine, c'est toujours la solution parce que ça marche avec la BD, ça marche avec du texte, ça marche avec la photo. Les élèves qui veulent pas dessiner, ils peuvent écrire. On peut toujours tout transformer, mais à la fin, on a quand même un résultat qui peut se partager, qui peut s'échanger. S'il y a des photocopieuses dans l'école, on en fait plusieurs exemplaires et ça devient un truc marrant et qui est un truc de partage et un truc concret aussi. C'est pas juste tu fais un truc et puis tu rends ta feuille à la fin de la classe. C'est un truc que tu reprends chez toi, que tu montres à tes parents et donc je trouve que c'est vraiment une solution super. Oui, c'est la valorisation du travail, c'est-à-dire que on peut repartir, comme disait Max, chez soi, mais on peut aussi imaginer une exposition au sein de l'établissement pour que les autres élèves puissent voir le travail qui a été fait. C'est-à-dire qu'il faut aussi mettre en avant le travail des élèves pour qu'ils sont fiers de leurs travaux, mais ils seront fiers aussi de pouvoir le montrer. Si on a des budgets après pour faire des impressions, mais c'est vrai que toi ton système de fanzine il est absolument génial. En une page, Max il arrive à faire un... je sais pas si tu peux le montrer, tu l'as ouais, je l'ai pas pris, mais je l'ai là-bas, je vais me lever, je reviens. Est-ce que tu as un fanzine à nous montrer, Max ? Oui. Comme par magie, il est apparu sur mes genoux. Et donc, en fait, moi j'ai un principe qui part juste d'un A4. Donc c'est une seule face, c'est super simple. Et avec un petit pliage, on peut avoir un petit livret. Et donc ça permet de faire un fanzine sans avoir besoin de photocopieuse. Et puis après, si on veut en faire plusieurs exemplaires, c'est super facile parce qu'on peut le rouvrir. Il n'y a pas d'agrafe et on peut en faire des exemplaires supplémentaires. Donc ça, c'est un système qui est vraiment super facile. Et moi, j'ai pas... en général, quand je fais des ateliers, je fais pas beaucoup de séances comme toi tu fais. Je fais plutôt, je vais une matinée ou je vais 2 heures. Et donc là, il y a moyen d'avoir en 2 heures un résultat. Bon, après, moi, je fais ça un peu plus rough. J'y vais, ils y vont direct. Je les fais prendre des bics noirs. On y va directement à l'encre et tout ça. Mais voilà, en 2 heures, ils peuvent repartir avec un truc chez eux, quoi. Ça règle le problème du budget. Les impressions qu'on peut faire, ça coûte souvent très très cher. Et là, pour le coup, ce que nous montre Max, ça coûte quasiment rien. Et aussi, faire de la bande dessinée ne coûte pas grand-chose. En vrai, un crayon et une feuille et c'est parti. Et ce qui est bien, c'est que tu leur dis à la fin qu'ils sont auteurs aussi. Parce que voilà, c'est aussi ça. En fait, dès que tu fais un livre,
tu es auteur, tu es autrice, et donc je trouve que c'est bien de pouvoir leur dire, ben voilà, en fait, maintenant vous aussi, voilà, vous êtes rentrés dans le game, quoi. Je crois que tu voulais dire un truc, Anne-Claire. Oui, juste pour finir avec les livrets, c'est vrai que pareil, moi si je peux essayer quand même de faire, alors là pour le coup avec Emmaüs, j'avais travaillé avec des compagnons d'Emmaüs et on avait fait un livret à la fin, c'était dans le cadre d'une résidence, donc j'avais un budget pour ça, mais c'est vrai que je trouve que c'est hyper valorisant quand même pour eux, parce que je sais qu'après ils l'ont conservé chez eux, ils ont affiché les planches au mur, et puis en fait, moi du coup, eux ils ont fait des storyboards et moi j'ai fait des planches en fonction de leur scénario, donc ils avaient ça aussi, un rendu on va dire un peu plus professionnel, comme ce qu'on avait fait aussi avec Guillaume, qui était Traces de la Grande Guerre. En fait, on avait travaillé avec des élèves en SECPA et donc du coup, ils avaient fait le scénario. Après, moi, j'avais fait les planches et après, c'était vraiment édité dans un format souple. Et donc, tout ce genre de rendu-là à la fin, je trouve que c'est hyper valorisant pour la confiance en soi, ces questions-là, quoi. Et moi, je voulais juste parler vite fait aussi des résidences, même pour tous les jeunes auteurs qui voudraient peut-être se lancer dans les ateliers. Je trouve que c'est hyper important de se lancer là-dedans et de se familiariser avec ça parce qu'en fait, les résidences d'artistes, c'est quand même important pour pouvoir vivre de son métier, pour pouvoir aussi avoir la place et le temps pour faire de la création. Et en fait, à chaque fois, il y a toujours des systèmes d'ateliers qui sont mis avec ça. Et le but, c'est vraiment de créer des ponts entre la population locale et les artistes. Donc, c'est hyper important socialement parlant. Et puis, donc, c'est bien de s'y confronter parce que si jamais vous êtes amené à faire des résidences, il y a des résidences création, mais aussi des résidences ateliers où c'est vraiment que des ateliers à créer avec la population. Et du coup, c'est bien de pouvoir se lancer là-dedans, quoi. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup. On a la chance d'être en public. Est-ce que quelqu'un aurait une question ? Oui. Moi, j'ai une question pour... Ok, je fais semblant, c'est ça que... Ah non, c'est bon, il y a du son. En fait, j'ai une question pour Max, du coup. Ça attisé ma curiosité quand tu as dit que tu avais fait des ateliers en Palestine, dans un camp. Je voulais savoir au niveau de l'accessibilité, enfin, comment ça s'est passé, rien que pour le voyage, ça a dû être quand même spécial, quoi, j'imagine. Ouais, c'était en fait ce qui s'est passé, c'est que à l'époque j'avais une copine qui faisait des études de journalisme et qui du coup s'intéressait pas mal à tout ça. Et donc moi je voulais aller là-bas et j'avais trouvé une association qui faisait du cirque, des circassiens qui tournaient dans les camps là-bas. Et donc par leur intermédiaire. Ils ont proposé des ateliers dans les différents camps où ils allaient. Et grâce à ça, ils m'ont trouvé des endroits où je pouvais venir. Et puis, ça s'est pas mal fait en impro, quoi. J'ai pris un billet d'avion, j'ai été là-bas. Voilà, c'était un peu... je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait régler les choses pas mal sur place pour que ce soit concret. Et donc j'y étais un peu en live comme ça, je suis juste parti et j'avais quand même ce contact de ces gens qui avaient une asso et qui connaissaient le terrain et tout ça, et qui m'ont un peu présenté à tout le monde et voilà. Okay. Merci. Faut pas avoir peur d'y aller. Les gens ils sont toujours super demandeurs, surtout dans des régions comme ça, ils sont hyper demandeurs d'ateliers, d'accompagnement et tout ça. Et c'était à combien de temps ? C'était, je pense, il y a pile 10 ans. Ok. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ça doit être différent. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ça doit être différent d'y aller, quoi, niveau danger par rapport à il y a 10 ans. Ouais, c'est là depuis un petit temps, mais après, moi quand j'y étais, c'était au moment de la guerre du Liban, la guerre des 100 jours au Liban. Donc on m'avait dit il faut pas y aller, c'est la cata et tout. Et puis en fait, ça s'était très bien passé sur place. Après, c'est vrai que là maintenant, j'irai pas spécialement faire des ateliers dans les semaines à venir, mais j'espère qu'après, les gens pourront y retourner. Super, merci. Et il y a, je devrais peut-être dire ça, en France, vous avez quand même les instituts français qui sont partout, dont il y en a un à Ramallah, en Palestine, et donc via leur intermédiaire, il y a aussi moyen d'aller rencontrer des publics qui sont hors France, hors sol, comme on dit, je sais pas comment on dit. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Super. Merci beaucoup. Je me pose la question du coup par rapport à l'organisation. Est-ce que c'est vous qui démarchez pour faire des ateliers ? C'est vous qui allez voir des institutions qui vous dites je voudrais aller travailler à tel endroit, je vais voir telle école, je vais voir tel institut ? Ou est-ce que c'est vous, des gens qui vous contactent ? Et dans ce cas-là, comment ? Moi je veux bien, mais je parle tout le temps, mais je veux bien dire pour mon cas à moi, moi j'ai un peu des gens qui me contactent directement, des écoles ou des bibliothèques. Et puis après, ce que j'ai beaucoup fait au début où j'étais jeune auteur, c'est que moi je faisais la bande dessinée jeunesse chez Sarbacane. Et du coup, je tournais beaucoup en festival et j'avais dit à mon éditeur, je veux bien faire tous les salons, je veux bien être parti tous les week-ends,
mais j'ai besoin de gagner ma vie et donc je veux avoir des interventions scolaires et donc s'il y avait un festival samedi dimanche, j'y allais le jeudi et je faisais jeudi vendredi dans les écoles, puis samedi dimanche sur le festival et donc voilà, là c'était chaque fois là, en général tous les festivals de bande dessinée ils ont des partenariats avec les écoles et donc c'était beaucoup dans ce cadre-là que j'ai commencé à faire des interventions. Ok, merci. Alors pour ma part, disons que la toute première intention de faire des ateliers, ça venait de moi parce que quand j'ai justement fait le diplôme de bande dessinée, je me suis douté que ça pourrait être intéressant de faire ce travail-là. J'avais pas du tout l'habitude de parler par exemple aux enfants ou quoi. Donc du coup, je me suis confrontée à ça en faisant un stage à Léo-Lagrange, au Centre d'Art, pour essayer de me familiariser avec la question des ateliers et de ces différents publics. Il y avait aussi des adultes. Et suite à ça, en fait, c'est plutôt qu'on m'a proposé des choses. On m'a proposé un remplacement à Léo-Lagrange. Après, on a marché sur la bulle qui m'a proposé je ne sais combien d'ateliers dont je suis vraiment très reconnaissante et plein d'ateliers en plus avec différents types de publics. Et puis suite à ça, ça a fait un réseau. Il y a plusieurs établissements scolaires maintenant qui me contactent indépendamment, ou même des structures sociales aussi par le biais de mes résidences artistiques. Donc au final, c'est plutôt les gens qui me contactent, oui. Voilà. Merci. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot ou est-ce que c'est le moment de conclure ? C'est le moment de conclure. Pour conclure, il faut dire que en fait, pour faire des ateliers, il faut garder l'esprit ouvert, ne pas avoir peur de se tromper, y aller. Je voudrais remercier Anne-Claire, Guillaume et Max d'avoir participé à cette vidéo. Vous remerciez, vous, le public, d'y avoir assisté. Je remercie également les faquins, notamment Lewen, Cécilien et Pierre. Et merci beaucoup la Comédie de Picardie de nous accueillir dans ce lieu. Merci à vous de nous avoir regardés et écoutés. Et lisez de la BD. Merci. Merci.